La question divise, vivons-nous aujourd'hui un troisième choc pétrolier après ceux de 73 et de 79? Alors bien sûr, la crise a propulsé le baril de brut à des prix qui semblent situés durablement aux alentours de la barre des 100 $, voire au-delà, mais la brutalité de la hausse des cours reste incomparable avec celle des années 70. Alors troisième choc ou pas, mon invité a lui tranché, il s'agit bien là d'un troisième choc pétrolier. Bonjour Benoît Maffei. Bonjour. Alors, vous avez publié Le pétrole, le troisième choc et la malédiction pétrolière avec Rodolphe Gréguiot aux éditions Economica, un livre dans lequel vous expliquez bien que nous sommes dans une situation de troisième choc pétrolier. Alors, quels sont les éléments qui vous permettent de parler de troisième choc pétrolier? Je crois que la dénomination est peut-être un peu abusive dans la mesure où, en fait, c'est moins un choc que l'entrée dans une nouvelle phase de l'histoire mondiale, autrement dit, l'ère de la transition énergétique. Néanmoins, il y a bien choc parce que actuellement le prix du pétrole atteint des niveaux qui sont comparables au maxima atteints lors du second choc pétrolier. Donc, on pourrait vraiment parler de troisième choc pétrolier. Néanmoins, ce troisième choc pétrolier présente des caractéristiques qui le distinguent radicalement des deux précédents. Alors, lesquels? Eh bien, justement, il est, à mon avis, relativement irréversible. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on aura un retour durable à des niveaux de prix très inférieurs. Je crois que le prix de 100 $ le baril est un prix d'équilibre à long terme et qu'in fine, d'ici quelques décennies, ce qui est en gros conforme aux projections de l'IE, on aura un prix du pétrole qui devrait atteindre 200 voire 300 $ le baril d'ici 2050. Alors, pourquoi? Quels sont les éléments de formation des prix du pétrole qui vous permettent de dire cela? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Et cette ère, c'est à la fois celle de la transition énergétique et celle de la mondialisation. En gros, il y a trois grandes catégories de causes qui expliquent la formation des prix du pétrole. Des facteurs politiques, des facteurs économiques et des facteurs techniques. Alors, je crois qu'il faut rapidement explorer un peu ces trois catégories de causes. Facteurs politiques, évidemment, le pétrole, je dirais que c'est la clé de lecture privilégiée pour comprendre les grandes crises internationales. Toutes les grandes crises sont liées à une question pétrolière Directement ou indirectement. Toutes les grandes crises internationales sont liées à des questions énergétiques. Alors, il ne faut pas avoir une optique trop réductionniste ou trop déterministe, mais c'est indéniable. Tous les grands pays producteurs de pétrole connaissent actuellement des situations difficiles sur le plan politique, et toutes les grandes crises géopolitiques actuellement ont des aspects énergétiques. Une des causes pour lesquelles, par exemple, le prix du pétrole actuellement ne peut pas baisser, c'est l'exclusion de l'Iran du marché international du pétrole, donc l'embargo qui frappe les exportations iraniennes. Or, l'Iran est un très grand pays pétrolier, mais il faut, quand on regarde l'évolution de la production iranienne sur la longue durée, on s'aperçoit que jamais l'Iran n'a retrouvé le niveau de production qui était le sien avant la révolution de 1979. Et s'il y a une détente autour de l'Iran avec l'arrivée d'un président que l'on présente comme plus modéré, est-ce que le retour de l'Iran dans le jeu pourrait changer la donne et éventuellement faire baisser le prix du pétrole? Certes, mais ça dépend du comportement, en particulier des pays qui disposent d'une capacité de production inemployée, essentiellement les monarchies pétrolières. Autrement dit, si le prix du pétrole doit baisser, c'est parce que l'Arabie saoudite et ses affidés accepteront de maintenir un niveau de production très élevé. Donc, s'il y a surproduction, effectivement, les prix peuvent baisser. Mais si l'Arabie saoudite décidait de réduire sa production de manière à laisser un contingent destiné à l'Iran, eh bien les prix ne baisseront pas. Donc en fait, ce que vous dites par l'Arabie saoudite et ses affidés, c'est l'OPEP, mais pourtant aujourd'hui on a plutôt l'impression que l'on assiste à une décartélisation du marché du pétrole, avec des forces du marché qui prennent le dessus, vous l'écrivez dans votre livre. Alors quelles conséquences est-ce que cela pourrait avoir, cette décartélisation? Le problème, c'est que l'OPEP est un peu un mythe. L'OPEP est un mythe. L'OPEP est un mythe parce que l'OPEP a longtemps, surtout lors du premier choc pétrolier, fait croire que cette organisation était un cartel de l'offre qui était capable de fixer le prix du pétrole. Bon, en réalité, l'OPEP a donné cette illusion lorsque les conditions du marché lui étaient favorables, et donc lui permettaient de donner l'illusion que c'est cette organisation qui fixait le prix du pétrole. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué dans la mesure où
le marché, le premier, voire le second, il y a deux grands producteurs de pétrole sur Terre, l'Arabie Saoudite et la Russie. Bon. Le problème, c'est que quand vous avez un cartel, et lorsque le premier ou le numéro 2 sont les années en matière de part de marché à l'exportation, ne fait pas partie du cartel, on ne peut pas véritablement considérer que le marché est cartélisé. Or, la Russie s'est toujours comportée, mais depuis la révolution de 1917, soyons clairs, comme, je dirais, le freerider du marché pétrolier international. À cet égard, je voudrais peut-être citer quelques annotations historiques. Pourquoi est-ce qu'on a d'abord créé en 1928 le cartel international du pétrole, qui était à l'époque composé par les grandes sociétés, essentiellement les majors anglo-saxonnes? Eh bien parce que le pouvoir bolchevique à Moscou n'avait pas grand-chose à exporter, et pour se procurer des devises, ils exportaient du pétrole. Mais ils bradaient évidemment les cargaisons, et donc pour essayer de maintenir les prix à un niveau rémunérateur, il y a eu la formation d'un cartel international en 1928. Pourquoi est-ce qu'on a créé l'OPEP en 1960? Parce qu'à la limite, c'est un peu paradoxal. À l'époque, la croissance était très forte dans les pays industriels, et la demande en pétrole croissait très rapidement. Or, paradoxalement, les prix du pétrole étaient maintenus à des niveaux très bas. Donc, et en plus, en 1960, les grandes compagnies internationales ont imposé aux pays exportateurs des baisses de prix. La raison est très simple, c'est qu'à l'époque, l'Union soviétique bradait d'énormes quantités de pétrole sur le marché et poussait les prix à la baisse. Et donc, en réaction au comportement de freerider de l'Union soviétique, eh bien, les autres grands pays exportateurs de l'époque ont créé l'OPEP. Bon, on sait que ça aboutit au premier choc pétrolier, etc. Donc, mais il faut bien voir que le marché, on ne peut pas vraiment parler de cartel lorsque le bloc, je dirais, formé par la CEI, joue un rôle aussi important sur le marché du pétrole, sachant qu'il est exclu de l'OPEP. Alors je voudrais qu'on revienne aujourd'hui, la situation aujourd'hui, à ce prix d'équilibre autour de 200 $ que vous nous évoquiez. Quelles conséquences est-ce que cela va avoir géopolitiquement? Vous écrivez que rétrospectivement, ce troisième choc sera considéré comme une étape décisive dans le long processus d'affaiblissement et de déclin de l'Occident. Mais en même temps, on a l'impression que ce sont plutôt les rentiers qui vont être en première ligne de cette situation. Alors, il y a trois grandes catégories de causes qui expliquent la formation du prix du pétrole. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas fondamentalement à modéliser le prix du pétrole. Alors, il y a les causes géopolitiques qu'on vient très rapidement d'évoquer. Mhm. Il y a les causes techniques et les causes économiques. Alors, les causes économiques sont très simples. Il se trouve qu'on est dans une phase de mondialisation intensive et donc que la demande en pétrole croît. Alors que dans les années 90, elle avait tendance à stagner. Cette demande en pétrole croît tout simplement parce que l'Asie connaît un très fort développement économique, et en particulier certains pays qui sont très demandeurs, qui entrent dans la civilisation automobile. Je pense en particulier à la Chine. On sait maintenant que la Chine est le premier marché mondial pour l'automobile, que bientôt le taux de motorisation de la Chine pourrait atteindre 10%, que l'avenir de l'industrie automobile se joue en Chine, mais que la Chine est un très gros importateur. Bon. En fait, c'est l'industrialisation de l'Asie qui explique la forte reprise de l'industrie pétrolière au niveau mondial dans les années 2000. Et à bien des égards, l'avenir de l'industrie pétrolière se joue dans ces grands pays asiatiques très peuplés. Chine, Inde, mais aussi Indonésie, mais aussi d'autres pays qui connaissent une forte croissance et qui ont de très grands besoins de pétrole parce que les ressources locales sont très faibles. Je pense également à la Thaïlande, je pense évidemment à tous ces pays asiatiques qui sont vraiment totalement tributaires du pétrole pour leur développement. À cet égard, on peut mentionner la Corée du Sud. La Corée du Sud a connu une ascension phénoménale sur le plan économique, c'est maintenant un grand pays industriel, mais c'est un pays qui consomme plus de pétrole, qui importe plus de pétrole que la France, alors qu'il est moins peuplé, et qui est totalement tributaire de ces importations du Moyen-Orient. Donc c'est ça qui a expliqué ce troisième choc pétrolier, fondamentalement. Alors que la demande diminuait un peu ou stagnait en Occident, elle a explosé en Asie. Dernière question, Benoît Maffei. Est-ce que les ressources alternatives qui se développent, je pense notamment au gaz de schiste avec les États-Unis, vont avoir des conséquences significatives sur les prix du pétrole et sur le marché du pétrole? Effectivement, parce que la troisième grande catégorie de causes qui expliquent la formation du pétrole, ce sont des causes de nature technique. Comme sur tout marché, un producteur ne peut se maintenir que s'il parvient à rentabiliser
ces investissements. Or, les nouveaux pétroles qui sont exploités actuellement ont des coûts de revient très élevés. En particulier, les pétroles dits non conventionnels. Alors, il y a plusieurs grandes catégories de pétrole non conventionnels, mais qui jouent un rôle de plus en plus important dans l'équilibre du marché du pétrole. Alors, c'est tout ce qu'on appelle les pétroles extraits à très grande profondeur, le deep offshore. Et il faut bien voir actuellement qu'il y a un pays qui connaît un essor assez étonnant en matière pétrolière, c'est le Brésil, puisqu'il exploite des gisements tout à fait intéressants au large de ses côtes. Autre pétrole très cher à exploiter mais très rentable, ce sont les sables bitumineux du Canada. Oui. Et puis, il y a les fameux hydrocarbures de schiste des États-Unis. Alors là, évidemment, c'est également un pétrole qui est très cher à exploiter. Et donc, comme les coûts de revient sont très élevés, les prix, à court terme, ne peuvent pas fondamentalement baisser durablement. Donc pas de conséquences tout de suite, pas dans l'immédiat. Non, parce que, in fine, les entreprises ont besoin de couvrir leurs coûts. Et ça, c'est une chose qu'on oublie toujours, c'est qu'une des causes du premier choc pétrolier, c'est justement, je parle bien du premier choc après les années 73, ce n'est pas tant l'embargo imposé par l'OPEP que la nécessité pour les grandes compagnies pétrolières à l'époque de rentabiliser les investissements qu'elles avaient effectués en mer du Nord et en Alaska. Eh bien, Benoît Meffeyi, je vous remercie de cet éclairage sur le troisième choc pétrolier. Le pétrole, le troisième choc et la malédiction pétrolière, c'est le titre de votre livre publié chez Economica. Merci encore d'être venu sur Xerfi Canal. Je vous en prie.